Donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, toutes les études montrent qu'il y a une différence, qu'il peut exister une différence entre un ECG d'athlète et un ECG chez un jeune non sportif. Et plusieurs études montrent, par exemple, ces dernières années, vous le voyez ici, beaucoup de publications concernant les anomalies de l'onde T. De plus en plus, on s'intéresse aux aspects ethniques de l'ECG, de l'électrocardiogramme de l'athlète. On sait aussi qu'une activité sportive donc, soutenue, qu'on définit généralement par une activité qui dépasse 6 à 8 heures par semaine, avec un travail qui atteint à peu près 60%, 65% de la VO2 max, pendant au moins 6 mois, va entraîner des modifications structurelles et surtout une modification du tonus vagal. C'est donc une bradycardie, un BAV du premier ou du deuxième degré, des anomalies de la repolarisation, particulièrement l'aspect de repolarisation précoce, l'hypertrophie ventriculaire gauche, le bloc de branche droit incomplet, et ces différentes variantes de l'ECG diffèrent en fonction du sexe, en fonction de l'âge, et aussi en fonction donc de l'origine ethnique, et tout ça en fonction de l'intensité du sport et du sport pratique. Alors, on va commencer tout d'abord à revoir rapidement les différentes variantes normales de l'ECG, sportif ou non sportif. La repolarisation atriale, qui décale légèrement le segment ST vers le bas par rapport à l'intervalle TP, si l'onde P est positive, et vers le haut si elle est négative. Donc il faut en tenir compte, c'est quelque chose qui est connu, qui parfois donc peut prêter à confusion. Les variantes du sujet jeune doivent être connues, donc il faut qu'on les intègre dans le cadre d'un ECG normal. C'est des ondes T négatives qui sont peu profondes de V1 V3, et avec l'âge, l'onde T va se repositiver, tout d'abord en V3, ensuite en V2, en V1. Parfois, cet aspect persiste et on l'appelle aspect juvénile persistant, souvent chez les jeunes femmes d'origine africaine, et il convient d'éliminer en particulier chez les sujets donc, de race blanche, les sujets qu'on appelle caucasiens, après 16 ans, lorsque l'onde T reste inversée après V2, et dans ce cas, une exploration, donc une recherche de cardiopathie est nécessaire. La repolarisation féminine, qui est présente généralement chez 20% des femmes, et qui se manifeste par un sus-décalage du segment ST, mais toujours inférieur à 1 mm, avec un ST modérément ascendant et des ondes T amples en antérieur, donc inférieur ou égal à 13 mm, en particulier en V2. La repolarisation masculine, une autre variante donc, de l'ECG normal, 90% des jeunes de 17 à 24 ans, elle est assimilée à une repolarisation précoce, elle s'atténue avec l'âge, et le sus-décalage généralement est compris entre 1 et 3 mm, et il prédomine en V2, V3. Et parfois, on a des ondes T négatives qu'on désigne aujourd'hui comme ondes T négatives bénignes, qui nous ont posé d'énormes problèmes pendant des années, et pour lesquels on demandait des explorations complémentaires, particulièrement chez les jeunes hommes de race noire, avec un sus-décalage du segment ST maximum entre V3 et V5 et des ondes R très amples, et surtout une inversion de la partie terminale de l'onde T. Donc ce sont des variantes, pas du sportif, ce sont des variantes du sujet non sportif. Et cet aspect peut être retrouvé chez le sportif, on le verra tout à l'heure. Donc quelqu'un m'a posé la question aussi du QT normal au court. Non, pardon, on m'a posé la question sur le PR court. On en parlera tout à l'heure. Maintenant, quelles sont les variantes normales de l'ECG de l'athlète? Un athlète, c'est quelqu'un qui pratique, je répète, une activité sportive intense, au-delà de 60-65% de la VO2 max, 6 heures au moins par semaine. Les Américains parlent de 4 heures minimum par semaine, pendant au moins 6 mois. Je commence par, et je vais peut-être accorder un peu plus de temps à la repolarisation précoce qui pose d'énormes problèmes.
La définition classique de la repolarisation précoce est caractérisée par un sus-décalage du segment ST au-delà de 1 mm sur au moins 2 dérivations. L'exemple de gauche sans onde J, l'exemple de droite avec une onde J. Voici un exemple d'un nageur de 21 ans asymptomatique, bradycarde à 44 par minute avec un aspect classique de repolarisation précoce. La nouvelle définition de la repolarisation précoce qui intègre l'empattement de QRS sans sus-décalage du segment ST ou bien une onde J surélevée sans sus-décalage du segment ST. Vous voyez qu'ici, avec la nouvelle définition, le sus-décalage du segment ST n'est pas une obligation pour parler de repolarisation précoce. Et cet aspect nous pose problème. Alors, il s'agit d'un gradient entre les couches endocardiques et épicardiques liées au courant potassique-ito. Ce gradient électrique entre les différentes couches du myocarde suppose donc une hétérogénéité de la repolarisation et donc suggère un effet pro-arythmogène possible. Dérivation inférolatérale, et on a remarqué qu'il y a une prévalence élevée chez les sujets qui ont survécu à une fibrillation ventriculaire idiopathique. Et donc il y a un surrisque de mortalité cardiovasculaire dans la population générale. Par contre, s'il est fréquent, la survenue de mort subite est exceptionnelle. Alors comment identifier les sujets à risque? À l'heure actuelle, il n'y a pas de stratégie claire et validée. Et on considère que la présence d'une repolarisation précoce chez un adulte jeune et asymptomatique, elle augmente certes la probabilité d'une fibrillation ventriculaire idiopathique de 3,4 pour 100 000 à 11 sur 100 000, ce qui reste négligeable. Donc, il n'y a pas lieu d'aller demander des explorations complémentaires. Alors, quels sont les facteurs en faveur d'une repolarisation précoce maligne, de ce qu'on appelle le syndrome de repolarisation précoce? La présence de syncope, donc de symptomatologie, les antécédents familiaux, l'amplitude du point J. Plus le point J est élevé, plus le risque de décès par cause cardiaque est important. La répartition de l'onde J, avec une présence d'une onde J dans les deux territoires inférieurs et latéral, et la morphologie de l'onde J, avec l'aspect crocheté de l'onde J à la partie terminale du QRS, qui serait plus fréquent dans les formes malignes de repolarisation précoce. Voici un exemple, aussi donc de segment ST. Plus le segment ST est horizontal et descendant, et plus le risque de mortalité est important, comme on le voit dans cette étude sur la plaque de droite. Et quand il est ascendant, il est presque identique à la courbe de mortalité d'une population qui n'a pas d'aspect de repolarisation précoce. Sur la plaque de gauche, donc la comparaison entre un point J au-delà de 2 mm, comparativement à l'absence de point J, est en faveur d'un sur-risque de mortalité. La même chose ici, donc l'aspect ascendant ou horizontal du segment ST, il est beaucoup plus fréquent chez les jeunes athlètes comparativement à une population qui a déjà présenté une fibrillation ventriculaire idiopathique. Donc plusieurs essais actuellement sont proposés pour classer le risque de cet aspect de repolarisation, et presque tous les auteurs intègrent l'amplitude du point J, la pente ST, qu'elle soit horizontale, descendante ou bien ascendante. Maintenant, un autre aspect qui est propre, qui n'est pas propre, mais qui est fréquent chez les athlètes africains de race noire, c'est le sus-décalage du segment ST convexe, donc du segment ST en donne, qu'on assimile à une repolarisation précoce de V1 à V4, avec des ondes T négatives de V1 à V4. Généralement, on considère cet aspect comme un aspect de repolarisation précoce normal chez le sujet de race noire. Les ondes T négatives qu'on a vues chez le sujet non sportif sont présentes de façon plus importante chez les sportifs de race noire, plus de 20% des afro-caribéens et entre 3 et 5% chez les caucasiens. Des ondes T négatives qui peuvent arriver jusqu'à V4. Voici un exemple d'un coureur de demi-fond asymptomatique avec des ondes T négatives
Donc il s'agit donc d'un sportif algérien de race blanche et qui a un aspect denté négatif qui arrive jusqu'en V3. Donc le sus-décalage du segment ST, on vient de le voir, donc quand il est inférieur à 3 mm, il ne pose pas de problème. Quand il est entre V1, V3 ou bien en D2, D3, AVF, il peut donc accompagner une activité sportive intense dans le cadre d'une repolarisation précoce ou bien dans le cadre des syndromes des ondes. Par contre, le sous-décalage du segment ST, même s'il est minime, et on le voit sur cette plaque, est en faveur généralement d'une atteinte myocardique, d'une cardiomyopathie hypertrophique, comme dans ce travail qui a été publié en 2011. Donc tout sous-décalage du segment ST doit être considéré jusqu'à preuve du contraire comme pathologique. Voici un exemple d'un ECG pratiqué chez un volleyeur qui était totalement asymptomatique. Et on a retrouvé chez lui donc un sous-décalage du segment ST avec des anté négatives. L'écho a confirmé la présence d'une cardiomyopathie hypertrophique apicale. Et dans le cadre de l'enquête familiale, nous avons retrouvé un jeune frère qui avait aussi une cardiomyopathie hypertrophique. Si mes souvenirs sont bons, cet athlète est originaire de Béjaïa, volleyeur de la région de Béjaïa. Alors, quelle est notre conduite pratique? Tout le monde connaît donc cette fameuse plaque. Donc, des Italiens qui montrent que la pratique de l'électrocardiogramme a permis chez les Italiens de réduire de manière très très importante le risque de mort subite par rapport à une population de sédentaires. Et aujourd'hui, on pense que le fait de faire un bilan cardiovasculaire avec un ECG fait diminuer le risque de décès, de mort subite par rapport à une population de sédentaires. Donc, même s'il y a des études qui disent que l'électrocardiogramme n'est pas nécessaire, particulièrement les Américains. Cette interprétation de l'électrocardiogramme, elle doit tenir compte de l'âge, de l'ethnie, et je pense aussi donc du sexe du sportif, mais aussi d'un interrogatoire précis qui doit rechercher des symptômes et des antécédents familiaux de mort subite. Examen clinique et du type et du niveau d'entraînement pratique. Mais l'électrocardiogramme garde certaines limites, particulièrement une faible spécificité avec de nombreux faux positifs. Pour cela, plusieurs tentatives donc d'élaboration de critères d'interprétation ont été proposées depuis des années. Les plus récentes, les critères de l'ESC en 2010, les critères de Seattle en 2012-2013 et les critères affinés de 2014. Et on voit que aujourd'hui, on a nettement amélioré la spécificité qui est passée de 40 à 84% pour les hommes et de 73 à 94 pour les femmes. Donc, nous avons une meilleure spécificité, une sensibilité qui est excellente. Alors, quels sont ces critères donc affinés actuels, donc qui ont modifié les critères de Seattle? Quand on est dans ce cercle vert, bradycardie sinusale, BAV du premier degré, bloc de Bonjour incomplet, aspect de repolarisation précoce, aspect d'HVG isolé, on n'a pas besoin donc d'aller plus loin, on considère que le CG est strictement normal. Quand on est dans ce cercle rouge, sous décalage du segment ST, présence d'onde Q, un syndrome de préexcitation, et la prochaine communication va parler donc de cette pathologie qui reste fréquente chez nous et qui pose problème pour la pratique sportive, des anté négatives, du bloc de branche droit complet et ou du bloc de branche gauche complet, du QT, du Brugada, etc. Dans cette case, pas d'autorisation d'activité sportive, bilan cardiovasculaire indispensable, donc en milieu spécialisé. Par contre, si on est dans cette zone frontière, si on a un seul signe, on considère que le CG est tout à fait normal. Si on a au moins 2 signes, donc on passe à la case rouge et on demande des examens complémentaires. Pour ce qui est des anomalies de la repolarisation, l'aspect de repolarisation précoce, même avec la nouvelle définition,
on ne doit en aucun cas demander un complément d'examen. Donc, on autorise sans aucun problème la pratique sportive. Mais à condition, et à juste titre, le docteur Mansouri a posé cette question hier, est-ce qu'on peut tenir compte de l'interrogatoire? Il faut probablement faire signer le document de l'interrogatoire par le sportif lui-même ou bien par son tuteur s'il est mineur. Par contre, si on a des entrées inversées de V1 à V4 chez un sujet de race noire, si ce signe est isolé, s'il est seul, on autorise la pratique sportive sans aucun problème. Par contre, si on a une hypertrophie auriculaire droite ou gauche, une déviation axiale droite ou gauche, si on a des signes d'HVD, à ce moment-là, donc on ne signe pas l'autorisation de pratique sportive et on va demander un complément d'examen. Si on a un sous-décalage du segment ST, il faut le considérer toujours comme pathologique. S'il y a des entrées inversées au-delà de V1 chez un sujet de race blanche et au-delà de V4 chez un sujet de race noire, donc on doit s'adresser donc à un service spécialisé pour complément d'examen. La même chose pour le QT, au-delà de 470 millisecondes chez l'homme et 480 millisecondes chez la femme, et un aspect qui est évocateur d'un syndrome de Brugada. Quelques cas cliniques. Premier cas clinique, un footballeur de 19 ans, 6 heures par semaine, totalement asymptomatique. Et on découvre un électro qui n'est pas dans les normes. Donc après exploration, nous l'avons intégré dans le cadre d'une étude, après avis de 2 experts, nous avons considéré cet aspect comme une variante normale. Regardez, même l'aspect qui ne rentre pas du tout dans les critères qu'on établit aujourd'hui. Nous avons considéré donc cette ECG comme étant des anténégatives avec un PR court, pas de cardiopathie sous-jacente. Nous avons un recul de 9 ans, pas de problème jusqu'à ce jour. Un autre tracé, tous ces cas cliniques pour dire que ce n'est pas aussi facile. Mais ces électros sont exceptionnels. Ce n'est pas notre pratique de tous les jours. De temps en temps, on peut tomber sur des aspects pareils. Footballeur de 27 ans, 6 heures par semaine, même chose, des entrées négatives. On a même l'impression que le ST est légèrement sous-décalé. Bilan strictement normal, nous avons considéré comme des entrées négatives bénignes. Trouble de la repolarisation. Donc c'est un sujet qui est connu du service de cardiologie de Béjaïa, puisqu'il est suivi à ce niveau-là. Donc on a recruté en 2008, il s'agissait d'un QT lent congénital, et l'enquête familiale a retrouvé plusieurs cas, et je crois qu'il y a eu 3 ou 4 défibrillateurs implantés dans cette famille, et je pense que c'est ce monsieur a été sauvé à 2 ou 3 reprises, c'est ce qu'on m'a dit hier, donc lors de son contrôle, donc on a fait parler un peu son défibrillateur, et son défibrillateur a fonctionné déjà à 3 reprises. Dans cette famille, il y a eu déjà 3 morts subites avant l'inclusion de ce patient dans notre étude. Et les 3 morts subites étaient inexpliquées. Si mes souvenirs sont bons, c'était des morts subites entre 20-22 ans et 28-30 ans. Un autre cas clinique, footballeur malien, ayant évolué dans le championnat national d'Algérie, 20 ans, 14 heures par semaine, pas de symptômes, donc avec surtout cet aspect de repolarisation avec des entrées négatives, surtout la partie terminale. Donc tout le bilan a conclu à l'absence de cardiopathie, nous l'avons considéré comme normal. Un autre cas clinique, footballeur de 17 ans, symptomatique, qui s'est plaint de palpitations, et l'examen a retrouvé donc des extrasystoles sur le CG de repos, et un aspect particulier en V1. Et on a fait ce qu'a proposé hier le professeur Chentir, une méthode très simple, c'est d'accélérer
la vitesse de déroulement, et on voit bien ici l'onde epsilon. Donc il s'agit d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Un autre cas clinique, avec une onde P, avec une onde epsilon présente, donc footballeur de 20 ans, symptomatique, donc qui a fait de la TV et qui a été ablaté dans le service de cardiologie du professeur Cheltier. Je pense qu'il a été ablaté en 2006 ou en 2007, je crois, ou dans ces eaux-là. Un autre cas clinique, footballeur de 15 ans, palpitations, examen et écho strictement normaux, malheureusement perdu de vue, et vous voyez ici un aspect fortement évocateur d'un syndrome de Brugada type A. Donc malheureusement perdu de vue, et on a un pourcentage non négligeable de gens qui ont perte de vue et de gens qui ne consultent pas. Un autre cas clinique qui montre que nous avons beaucoup de perdus de vue et beaucoup de gens qui fuient nos consultations, c'est un footballeur de 29 ans qui a fait un malaise lors d'un match de football, de compétition. Il a été évacué en urgence dans l'hôpital le plus proche, donc une tachycardie rapide. Il a subi un choc électrique externe, donc qui révèle un trouble du rythme auriculaire, probablement un flotteur à conduction variable. Il a été mis sous amiodarone, donc un mois après, il avait cette ECG. Il nous a été adressé une année plus tard pour un avis. Nous l'avons orienté donc vers le service de rythmologie parce que l'aspect en V1 était un peu particulier. Il fallait faire d'autres ECG avec changement de position des dérivations V1, V2 et aller plus loin parce que ce monsieur a présenté un trouble du rythme, malheureusement perdu de vue aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu peur d'aller se faire explorer? Est-ce qu'il y a eu un événement? Il faut toujours garder le numéro de téléphone de nos patients, essayer de les contacter quand ils sont perdus. Je crois avoir terminé. Je vous remercie de votre attention.